Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2024 organisé par BPI France Création. Laissez-moi tout d'abord vous présenter au nom de toute l'équipe BPI France Création donc nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et qu'elle soit surtout remplie de succès en tout genre. Nous souhaitons également vous remercier d'avoir encore une fois été très nombreux à répondre présent à ce rendez-vous annuel de présentation des principales mesures qui intéressent les entrepreneurs concernant la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je suis accompagnée ce matin de Marine qui vous présentera les mesures sociales de la loi de financement de la sécurité sociale. Bonjour Marine. Bonjour Audrey, je suis juriste comme Audrey en charge de contenu sur le site de BPI France Création et je traiterai des mesures sociales issues de la loi de financement de la sécurité sociale. Et pour ma part, j'aborderai les mesures fiscales de la loi de finances pour 2024. Donc vous verrez que en fait certaines de ces mesures seront donc d'application immédiate, alors que d'autres entreront en vigueur ultérieurement. Alors juste avant de démarrer et de rentrer dans le sujet, je vous rappelle un peu les règles de fonctionnement du webinaire. Donc avec Marine, on va dérouler la présentation. Et à la fin, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Alors attention, vous êtes très nombreux, donc nous n'aurons certainement pas forcément le temps de traiter toutes les questions, mais voilà, on va s'efforcer de répondre un maximum. L'onglet de chat est dédié à vos discussions entre vous. Pour les questions que vous souhaitez nous adresser, il faudrait les poser dans l'onglet questions. Voilà, parce que on ne peut pas faire le switch entre le chat et les questions, c'est un peu fastidieux. Dans l'onglet questions, vous avez la possibilité de liker en fait une question qui est déjà posée. Et plus elle aura de likes, plus elle pourra remonter dans notre fil de questions. Je rappelle également que ce webinaire est enregistré et que le replay sera mis en ligne dès demain sur le site bpifrancecreation.fr. qu'il sera également accompagné du support de présentation. Donc, vous pourrez télécharger le support de présentation et revoir ce webinaire en replay si vous avez eu des problèmes de connexion, si vous avez dû vous absenter ou s'il y a des mesures que vous n'avez pas forcément compris sur le coup. Voilà, vous pourrez tout retrouver dès demain sur le site bpifrance-création.fr. Voilà, je pense que tout est dit. Donc, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, à savoir les mesures fiscales de la loi de finances pour 2024 et les mesures sociales de la loi de financement de la sécurité sociale. Concernant les mesures fiscales, donc ce matin, on va aborder, un peu comme chaque année, la revalorisation de différents seuils, la modification des calendriers concernant certaines mesures qui avaient été annoncées précédemment, pardon. On va évoquer également la réforme des jeunes entreprises innovantes qui a subi un petit aménagement cette année, la prolongation des mesures d'aide pour faire face à la hausse du prix de l'énergie. Et enfin, je ferai un petit focus sur trois petites mesures, donc à savoir la hausse de la taxe additionnelle à la CFE pour frais de CCI, la création d'une nouvelle zone géographique permettant d'obtenir des exonérations, et enfin la refonte de l'article 199 OA du CGI qui, lui, évoque la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'une PME. Donc voilà, ça c'est le programme pour les mesures fiscales de ce matin. Concernant la revalorisation de certains seuils, on a, comme chaque année, le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui fait l'objet d'une revalorisation, puisque cette revalorisation, elle suit un peu l'inflation chaque année. Donc cette année, la revalorisation, elle est de l'ordre de 4,8%, alors qu'elle était de 5,4% l'année dernière. À titre de comparaison, l'année dernière, le plafond de la première tranche d'exonération, donc à 0%, était de 10 770 €. Elle est cette année de 11 294 €. Voilà, donc là, il n'y a vraiment rien de plus à rajouter. C'est vraiment une des mesures classiques et qui revient chaque année dans la loi de finances.
Mesure un peu plus exceptionnelle. Le seuil du régime micro-BA, donc bénéfice agricole, a également été revalorisé. Alors, je rappelle en fait que l'année dernière, tous les seuils des régimes micro, régimes réels, avaient fait l'objet d'une revalorisation au titre de la revalorisation triennale classique. Donc, les nouveaux seuils devaient donc s'appliquer pour 2023, 2024 et 2025. Le seuil pour le régime micro-BA était donc de 91 900 €. Et encore une fois, il devait donc s'appliquer pour 2023, 2024 et 2025. Cependant, la loi de finances pour 2024 a pris différentes mesures en faveur de l'agriculture. Donc, il y a une revalorisation anticipée du seuil du régime micro-BA, et ce seuil passe donc de 91 900 € à 120 000 € donc pour les exercices 2024 et 2025. Et à partir de 2026, il y aura donc la revalorisation classique, triennale, de tous les seuils. Autre régime qui a subi une petite révolution, c'est celui du régime micro-BIC, bénéfices industriels et commerciaux, pour les meublés de tourisme. Alors attention, il convient d'abord de bien distinguer les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, qui eux continuent de bénéficier des seuils de 188 700 € et d'un abattement de 71%. Et de l'autre côté, on a les meublés de tourisme non classés, et ce sont eux qui sont donc concernés par cette mesure. Donc les meublés de tourisme non classés bénéficiaient jusqu'à présent d'un seuil de chiffre d'affaires de 77 700 € pour pouvoir bénéficier du régime micro, et ce régime micro était donc accompagné d'un abattement de 50%. Ces seuils ont été très largement revus à la baisse, puisque effectivement, pour pouvoir rester au régime micro-BIC pour les meublés de tourisme non classés, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser est abaissé à 15 000 €. L'abattement est également revu à la baisse, puisqu'on passe de 50% à 30%. Donc c'est une grosse revalorisation de ces seuils qui est donc entrée en vigueur. Alors il faut noter que l'abattement de 30% pourra être quand même porté à 51% en fonction de la zone géographique où sera situé le logement. Il faut savoir que tout ça sera donc précisé par un décret qui est à paraître. La loi de finances pour 2024 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, sauf autre indication contraire, cette mesure s'applique aux revenus perçus en 2023, puisque déclarés en 2024. Autre revalorisation un peu exceptionnelle. Alors, celle-là, elle ne va pas rentrer en vigueur tout de suite, mais les seuils de franchise en base de TVA vont également être revalorisés. Cette fois, il y a une revalorisation à la hausse et à la baisse. Donc, cette revalorisation, elle est faite dans le cadre d'une harmonisation avec les directives communautaires. Ces nouveaux seuils qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2025 vont passer de 91 900 à 85 000 € pour les activités d'achat, revente et fourniture de logement. Donc là, c'est une revalorisation à la baisse des seuils actuels. Et pour les prestations de services, donc les seuils de franchise en base de TVA sont donc portés de 36 800 € à 37 500 €. Donc là, cette fois, c'est une revalorisation qui est faite à la hausse. Vous pouvez noter en fait que les seuils, donc ça, ce sont les seuils classiques. Il existe également les seuils majorés qui sont revalorisés dans le même sens. Donc à la hausse pour les activités d'achat, revente et de fourniture de logement, et à la baisse pour les activités d'achat, revente et de fourniture de logement, et à la hausse pour les prestations de services. Voilà, là c'est ce qu'on pouvait dire finalement pour les différentes revalorisations de seuils inscrites dans la loi de financement finances pour 2024. Alors il faut savoir que pour les franchises en base de TVA, ces seuils s'appliqueront à partir du 1er janvier 2025.
La loi de finances, elle apporte également une modification des calendriers, donc des mesures qui avaient été annoncées précédemment. Et donc notamment le report de l'entrée en vigueur de la facturation électronique qui se fera au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et au 1er septembre 2027 pour toutes les autres entreprises. Alors, reste cependant obligatoire, dès le 1er juillet 2024, le rajout de certaines mentions sur les factures. Donc, les mentions qui seront à rajouter sur vos factures dès le 1er juillet 2024, ce sont le numéro sirène du client, l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation, le type d'opération concernée par votre facturation, à savoir une livraison de biens, une prestation de service ou encore une activité mixte. Et enfin, dernière mention obligatoire, l'option pour le paiement de la TVA sur les débits. Voilà, donc ça c'est le nouveau calendrier concernant l'entrée en vigueur de la facturation électronique. Alors, il faut savoir quand même noter que tout le monde, dès le 1er septembre 2026, doit être en mesure de pouvoir réceptionner des factures électroniques. Un autre calendrier qui est remanié, c'est celui de la CVAE. Alors, la suppression définitive de la CVAE, elle devait intervenir cette année, mais elle est reportée progressivement. Elle est reportée, en tout cas sa suppression définitive, est reportée à 2027. Mais entre l'imposition due cette année jusque 2027, le taux de la CVAE va diminuer progressivement. Alors la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, c'est une taxe qui est due pour les entreprises qui réalisent un minimum de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc vous aurez bien évidemment une diminution progressive donc, du taux de cette CVAE jusqu'à sa suppression définitive en 2027. On a également cette année un aménagement concernant les jeunes entreprises innovantes. Dans un premier temps, la loi de finances supprime l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont pouvait bénéficier une JEI, donc Jeune Entreprise Innovante. Cette suppression de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, elle est pour les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2024. Donc, pour rappel, une JEI qui s'est constituée avant le 31 décembre 2023 bénéficie d'une exonération totale d'impôt la première année d'imposition bénéficiaire et ensuite d'une exonération de 50% l'exercice suivant. Donc, voilà. Donc ça, c'est supprimé pour les entreprises créées donc, à partir du 1er janvier 2024. Alors, pour être qualifié de JEI, je vais vous rappeler un peu les critères. Donc, vous devez être une PME, être créée depuis moins de 8 ans, être nouvelle, c'est-à-dire ne pas être issue d'une restructuration par exemple, réaliser des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15% de vos charges et être indépendante. Alors, c'est quoi indépendante? C'est-à-dire que le capital de votre entreprise doit être détenu pour 50% au moins par des personnes physiques ou par une autre JEI qui serait elle-même détenue au moins à 50% par des personnes physiques. Ou vous pouvez également avoir comme associés des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ou encore des établissements de recherche. Voilà, c'est des critères qui sont assez stricts, mais si vous rentrez si vous remplissez en fait tous ces critères, vous pouvez donc être qualifié de jeune entreprise innovante. Deuxième dispositif concernant donc ces jeunes entreprises innovantes, c'est que la loi de finances, elle a créé un nouveau statut dans cette catégorie. C'est la jeune entreprise de croissance. Donc, elle doit remplir les mêmes critères que je viens de d'énoncer,
concernant la jeune entreprise innovante, à ceci près que les dépenses de recherche et développement doivent être, doivent être comprises entre 5 et 15% des charges. Je rappelle que c'est 15% minimum pour une jeune entreprise innovante. Et ça, c'est le critère nouveau. Elle doit être qualifiée d'entreprise à fort potentiel de croissance. Alors, pour le moment, on n'a pas encore les critères qui vont définir une entreprise à fort potentiel de croissance, mais bien évidemment, dès qu'ils seront précisés par un arrêté à venir, on mettra toutes ces informations à disposition. Donc voilà, donc ce nouveau statut, donc de jeune entreprise de croissance, vous pouvez avoir des dépenses de recherche et développement qui sont moindres, à condition de remplir une condition, d'être qualifié d'entreprise à fort potentiel de croissance. Donc voilà, ça, ce sont les aménagements concernant les jeunes entreprises innovantes issues de la loi de finances. Là, on a des mesures concernant l'environnement. Pourquoi? Parce que l'environnement est quand même au cœur des préoccupations et la loi de finances crée cette année un nouveau crédit d'impôt qui est au titre des investissements de l'industrie verte. Concernant les dépenses éligibles de ce crédit d'impôt, donc ce sont celles qui seront nécessaires à la production de batteries, panneaux solaires, éoliennes et pompes à chaleur. Donc, ce sont vraiment les 4 filières clés de la transition énergétique. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant pour entamer une belle transition énergétique. Et donc, si vous avez des investissements dans des investissements à réaliser dans ces 4 filières, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Le montant du crédit d'impôt, il sera donc de 20% du montant des dépenses engagées, mais il peut être majoré. Donc, la majoration de ce crédit d'impôt va être fonction des zones géographiques dans lesquelles seront implantées les entreprises, votre entreprise, mais également en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, à titre d'exemple, le taux du crédit d'impôt sera de 60% par exemple pour une petite entreprise installée en zone ultra-périphérique. Donc, le crédit d'impôt, je rappelle, il va varier entre 20%, qui va être le montant de base, à 60% lorsque vous remplissez des critères de taille et d'installation géographique. Pour que vos dépenses soient éligibles, il faut en faire une demande d'agrément préalable. Cette demande d'agrément, elle se fait auprès de l'administration fiscale via une adresse mail. Donc, c'est celle qui est inscrite donc, sur le support. C'est l'adresse c3iv@dgfip.finance.gouv.fr. Voilà. Donc, il faut vraiment passer par cette demande d'agrément pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sur vos dépenses. D'autres mesures perdurent. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle, a continué aussi moins en 2023 et continue encore en 2024. Donc, pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, les mesures d'aide qui avaient été proposées l'année dernière sont donc prorogées. Je vous rappelle les 2 dispositifs. Il s'agissait du bouclier tarifaire, donc qui permet aux très petites entreprises de plafonner le prix de l'énergie à 280 € mégawattheure. Si vous en avez déjà bénéficié l'année dernière, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Ce sera repris automatiquement et votre prix de l'énergie sera donc plafonné à ce montant. Par contre, si vous n'en avez pas encore bénéficié l'année dernière parce que vous avez créé, par exemple, cette année et que vous remplissez les conditions pour pouvoir en bénéficier, dans ce cas-là, vous devrez envoyer une attestation d'éligibilité à votre fournisseur d'énergie. Donc ça, c'est pour le bouclier tarifaire. Alors, l'attestation d'éligibilité, vous le retrouverez déjà sur la synthèse de la loi de finances pour 2024 qui sera sur le site bpifrance-création.fr. Autre dispositif prorogé, donc c'est l'amortisseur d'électricité. Donc l'amortisseur d'électricité, lui, s'adresse aux entreprises de taille plus importante
ou aux entreprises qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire. Comme pour le bouclier tarifaire, vous n'avez aucune démarche à effectuer si vous en avez déjà bénéficié l'année dernière. À défaut, vous devrez envoyer l'attestation d'éligibilité à votre fournisseur d'énergie. Donc ça, ce sont vraiment les deux mesures d'aide qui perdurent pour faire face à la hausse du prix de l'énergie. J'aborde enfin un petit point sur trois mesures. Donc, on a le taux de la taxe additionnelle de la CFE pour frais de CCI qui est augmenté. Alors, il va passer de 0,89% à 1,12%. Donc, cette taxe, elle est due si vous êtes redevable de la CFE, par exemple, et elle concerne surtout donc, les entreprises qui relèvent de la CCI, donc à savoir notamment les activités commerciales. Voilà, donc ça, c'est une petite info qui n'est pas en votre faveur, mais voilà, qui est quand même à savoir, cette taxe subit une petite hausse. Et tout ça, c'est pour le fonctionnement, en fait, pour que les chambres de commerce puissent continuer à vous accompagner et à fonctionner correctement. Autre petite mesure, donc à partir du 1er juillet 2024, va se créer une nouvelle zone géographique qui va permettre donc aux entreprises qui seront implantées dans cette zone de pouvoir bénéficier notamment, parce qu'il n'y aura pas que, mais notamment d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices, donc de 60 mois, puis une exonération dégressive sur les 36 mois qui suivent. Le nom de cette zone, la ZFRR ou ZFRR+, c'est la zone France Ruralité Revitalisation ou zone France Ruralité Revitalisation renforcée. Donc bien évidemment, les communes et les zones concernées par cette nouvelle zone seront définies par un arrêté à venir. Donc voilà, ce sera à partir du 1er juillet 2024 et elle remplace en fait certains dispositifs déjà en place, comme la zone franche rurale qui va s'arrêter, ou un autre dispositif qui s'appelle le Zorkomir, qui a un nom assez barbare, mais voilà. Donc tout ça, ces deux dispositifs s'arrêtent, mais seront remplacés par ce nouveau dispositif. Et enfin, on a l'article 199 OA du Code général des impôts, donc qui traite de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME, qui a été réécrit et quelque peu modifié. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet article, mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est que le taux du crédit d'impôt lorsque l'on souscrit au capital d'une PME, il est de 18%. Voilà, il n'y a plus de taux majoré pour des versements compris entre le 31 août et le 31 décembre. Non, aujourd'hui, voilà, on est sur un taux d'ordre général qui est de 18%. Par contre, ce taux sera majoré lorsque vous allez investir dans une ESUS, par exemple, une entreprise solidaire d'utilité sociale ou une foncière solidaire. À ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'un taux de réduction d'impôt qui sera de l'ordre de 25%. D'accord ? Ce taux sera majoré à 30% lorsque vous allez souscrire au capital d'une jeune entreprise innovante ou d'une jeune entreprise de croissance. Et enfin, il sera porté à 50% lorsqu'il s'agira d'une jeune entreprise de recherche. Alors, qu'est-ce qu'une jeune entreprise innovante de recherche ? C'est tout simplement une jeune entreprise innovante, mais ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 30% de ses charges. Voilà. Donc moi, je vous ai en fait évoqué voilà, les principales mesures, enfin, celles qu'on souhaitait en tout cas mettre en avant de la loi de finances. Et je vais maintenant donner la parole à Marine pour qu'elle vous expose les mesures sociales. Merci Audrey. Je vous propose maintenant de passer aux mesures sociales qui sont essentiellement issues de la loi de financement de la sécurité sociale qui a été promulguée fin décembre dernier.
Il faut savoir que la loi de financement de la sécurité sociale, que j'appellerai certainement par l'acronyme LFSS, par la suite, c'est une catégorie de loi qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Elle les prévoit, mais elle ne les fixe pas. D'accord? Donc, on est vraiment dans un contexte de lutte contre la fraude sociale, notamment. Il y a vraiment des mesures qui sont nettes et qui vont en ce sens. Et je vous propose d'aborder les mesures en fonction de votre qualité, du public visé, en fait. C'est une loi, globalement, il y a 50 articles. Et parmi ces articles, il y a certaines mesures qui intéressent principalement les entreprises et dirigeants d'entreprises. Et ensuite, j'aborderai d'autres mesures qui, elles, sont plutôt à destination des travailleurs indépendants. Les mesures relatives aux entreprises et dirigeants d'entreprises, j'en compte principalement 3. D'abord, la prise en charge des frais de transport domicile, lieu de travail. Ensuite, les arrêts maladie sous forme de téléconsultation. Et enfin, les indemnités dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La prise en charge des frais de transport domicile, lieu de travail des salariés. Il faut savoir qu'il y a différents dispositifs. Je vous ai mis en exergue les 3 dispositifs. Ils peuvent être éventuellement cumulés et ils donnent essentiellement lieu à des exonérations fiscales et sociales. Le premier dispositif, il s'agit donc de la première colonne, c'est la prise en charge des frais liés à l'abonnement des transports publics. C'est une prise en charge obligatoire, elle doit être égale ou supérieure à 50% du titre d'abonnement. Elle concerne les transports publics de personnes ou les services publics de location de vélos. À cet effet, j'en profite pour faire un petit aparté. Il avait été notamment question d'ouvrir cette prise en charge aux locations privées de vélos, mais une décision du Conseil constitutionnel de fin d'année dernière a considéré que cette mesure ne pouvait pas faire partie d'une loi de financement de la sécurité sociale, et donc elle a été abrogée. Donc cette prise en charge, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50% du prix de l'abonnement à des transports publics, et donc ces 50% minimum donnent lieu à une exonération totale, fiscale et sociale. Et si la prise en charge est supérieure à 50%, en principe, il n'y a pas d'exonération fiscale et sociale, mais depuis 2022 et 2023, l'exonération, et il peut y avoir une exonération supplémentaire qui est portée à 25%. Donc, prenons l'exemple pratique d'un employeur qui prend 100% de la prise en charge des titres d'abonnement au transport public. Dans ces cas-là, il bénéficiera d'une exonération fiscale et sociale à hauteur de 75%, si vous m'avez bien suivi. Ce sont les 50% minimum rajoutés aux 25% d'exonération de faveur et donc c'est une reconduction pour l'année 2024, une reconduction de faveur pour l'année 2024. Voilà. Le deuxième dispositif concerne la prime transport. C'est un dispositif de prise en charge facultatif. Il concerne tout ou partie des frais de carburant ou pour les véhicules électriques. Donc, il s'agit des véhicules électriques hybrides rechargeables ou à hydrogène. Normalement, il est soumis à 2 conditions alternatives qui sont exposées. Le lieu de résidence ne doit pas être desservi par un service public de transport collectif ou les horaires de travail ne permettent pas aux employés d'utiliser un mode collectif de transport. Ces 2 conditions, elles ont été supprimées lors des années 2022 et 2023 et on les supprime encore pour l'applicabilité de cette prime pour l'année 2024, mais elle sera remise, elle sera à nouveau applicable pour l'année 2025. Le dernier dispositif concerne le forfait mobilité durable. C'est un dispositif de prise en charge par l'employeur qui est facultatif. Il concerne, lui, les frais de transport personnel effectués au moyen de vélos, trottinettes et covoiturage. Moi, je vous propose maintenant d'étudier les éventuelles possibilités de cumul entre ces dispositifs. Le premier cumul qu'on peut imaginer, qui est en principe interdit, mais il concerne
la prime transport, donc le dispositif qui est au milieu de la slide, et la prise en charge obligatoire des abonnements au transport public. Il a été autorisé depuis les années 2022 et 2023 et il y a une reconduction en 2024. Les plafonds d'exonération de ces deux dispositifs sont réévalués en 2024 à 700 €, 900 € en Outre-mer par an et par salarié, donc 400 €, 600 € en Outre-mer au titre des frais de carburant, diesel et essence. Le deuxième cumul porte sur le forfait mobilité durable avec avec le dispositif de prise en charge d'abonnement au transport public. Il est actuellement à 800 € et il sera relevé à 900 € à compter du 1er janvier 2025. On en a fini pour les dispositifs de prise en charge de transport. La deuxième mesure qui pourrait vous intéresser, elle concerne les arrêts maladie en téléconsultation. Dans un contexte de lutte accrue contre la fraude sociale, le gouvernement a considéré qu'il fallait limiter la durée des arrêts de travail délivrés en téléconsultation à 3 jours. À ce principe sont assorties 2 exceptions. La première, elle concerne la prescription ou le renouvellement de l'arrêt de travail dès qu'il est effectué par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l'assuré. Et la deuxième, elle vise justement à lutter contre les déserts médicaux. Donc il s'agit du cas d'une impossibilité justifiée par le patient de consulter en présentiel un médecin pour obtenir une prolongation de l'arrêt de travail. Les conséquences, s'il y a un non-respect de cette limitation de durée, il n'y a pas de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale au-delà des 3 premiers jours. L'entrée en vigueur de cette disposition, elle est fixée au 1er mars 2024. La troisième mesure concerne les indemnités dans le cadre d'une rupture conventionnelle. C'est un peu plus technique, mais globalement, il s'agit de la mesure d'exonération des cotisations sociales. On la limite, en fait, au montant de 2 PASS. Il faut savoir que le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette année, depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 3 864 €. Pardon. On limite la mesure d'exonération de cotisation sociale à 2 fois ce montant et l'entrée en vigueur, cette mesure est entrée en vigueur depuis les ruptures conventionnelles qui ont donné lieu à des indemnités et qui ont eu lieu depuis le 1er septembre 2023. Voilà. Je vous propose en tout cas, je vous ai mis un lien vers un simulateur qui vous permet d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur les différentes modalités à prendre en compte dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Voilà. Dans un deuxième temps, je vous propose d'étudier les mesures relatives aux travailleurs indépendants. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à un cadre assez particulier du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au dispositif de la retraite progressive, ensuite au dispositif de modulation des cotisations en temps réel, des obligations des plateformes numériques et enfin le contrôle social. La première disposition concerne le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre très particulier d'une interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, elle est pratiquée dans 2 cas. Soit la femme enceinte est considérée en danger, soit l'enfant à naître semble atteint d'une maladie particulièrement grave. Jusque-là, il y avait un délai de carence qui s'appliquait de 3 jours, en fait. Donc, c'est-à-dire que les patientes qui devaient subir ce type d'opération ne bénéficiaient pas d'indemnité journalière avant 3 jours, avant les 3 jours. La correction a été apportée par la loi de financement de la sécurité sociale qui a permis donc d'ouvrir ce champ à non seulement de supprimer le délai de carence et d'ouvrir ce champ aux bénéficiaires suivantes qui sont les indépendantes, les non-salariés qui relèvent du régime de la sécurité sociale et les travailleuses agricoles. L'entrée en vigueur sera fixée par décret au plus tard à compter du 1er juillet 2024. La retraite progressive, c'est un dispositif en fait qui permet de travailler à temps partiel, si j'ose dire, tout en percevant une partie de sa pension de retraite.
Jusque-là, on n'avait pas prévu les mandataires sociaux en tant que bénéficiaires et la loi de financement de la sécurité sociale a ouvert le champ à ces mandataires sociaux. Globalement, on retient aussi qu'une partie des activités, que certaines activités sont inéligibles au dispositif de cette retraite progressive. Et je vous propose de vous faire un article plus précis à ce propos parce que c'est un dispositif assez long à expliquer. Voilà. Enfin, le dispositif de modulation des cotisations en temps réel. Donc, certains travailleurs indépendants hors régime microsocial peuvent avoir choisi d'ajuster directement en ligne, soit de manière mensuelle, soit trimestrielle, le niveau de leurs acomptes de cotisation sociale en fonction de leurs revenus. C'est un dispositif d'aide, en fait. Et globalement, le dispositif devait prendre fin à la fin de l'année 2023 et il est prolongé jusqu'en 2027. L'obligation des plateformes numériques sont globalement les plateformes qui mettent en lien des entrepreneurs avec des entreprises en recherche de prestataires externes. Globalement, dans un contexte de lutte encore contre la fraude sociale, on note deux mesures qui ne sont pas encore mises en vigueur. Elles le seront déjà, elles seront détaillées par décret et a priori elles seront mises en vigueur à partir de janvier 2027. Il s'agit principalement de la transmission des chiffres d'affaires des utilisateurs de plateformes aux URSSAF afin de fiabiliser les régularisations et de l'obligation de prélèvement par les plateformes concernant les cotisations et contributions sociales. On pense là aux cotisations maladie, vieillesse, mais on exclut de ce champ la CFE ou la TVA. Voilà. 3 slides à propos du contrôle social. Effectivement, dans un premier temps, il y a eu des nouveautés concernant l'élément matériel du délit d'incitation à la fraude sociale. Désormais, il concerne toute démarche, qu'elle soit de nature publique ou non. Globalement, je vous ai noté la définition, mais je vous invite à retenir que c'est le fait d'encourager quelqu'un à ne pas respecter ses obligations en matière de contribution sociale. Une deuxième mesure concernant le contrôle social concerne la création du délit de facilitation à la fraude sociale. Il s'agit de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un ou plusieurs moyens de service, actes ou instruments juridiques comptables, financiers ou informatiques dans le but de permettre de se soustraire frauduleusement à une déclaration et de percevoir des cotisations et contributions sociales dues. C'est un délit qui est sanctionné par 3 ans d'emprisonnement maximum et 250 000 € d'amende. L'entrée en vigueur est actuelle puisqu'elle a démarré depuis le 1er janvier 2024. Le dernier pendant de ce contrôle social concerne la procédure d'abus de droit. L'abus de droit, c'est une infraction qui est largement appréhendée. Elle peut prendre diverses formes. Il peut s'agir d'un acte fictif ou d'une fraude à la loi. Par exemple, je pense au cas d'une vente qui serait déguisée en donation. Quand on pense que la vente peut être imposée à hauteur de 55% environ, alors qu'une donation peut être imposée à hauteur de 60%, il peut y avoir des personnes qui peuvent imaginer un scénario de déguiser, de faire une donation déguisée. Voilà. En cas d'abus de droit fiscal, l'idée sous-jacente, c'est d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales qui incombent à la personne. À partir donc du 1er janvier 2024, il y a une suppression du comité des abus de droit et on prolonge la période contradictoire, possiblement, à votre demande, de 30 à 60 jours. Cette période contradictoire, c'est la période pendant laquelle vous soit réglez les sommes dues parce que vous considérez que vous les devez à l'administration fiscale, soit vous, au contraire, préparez un argumentaire pour préparer votre défense. Voilà. J'en ai fini pour les mesures sociales et je vous propose de passer aux questions-réponses. Audrey, est-ce que tu as des questions auxquelles tu veux répondre en direct? Moi, j'en vois pas. Oui. Je vais ouvrir le chat. Oui. On a sur le chat.
Alors, effectivement, il y a, vous êtes assez à poser des questions. Je vais reprendre une question qui est sur la facturation électronique. Alors, la facturation électronique, il faut savoir que c'est un dispositif donc, qui va entrer qui a été reporté, puisque ça devait déjà entrer en vigueur cette année, mais qui est tellement en fait important à mettre en place qu'on laisse un peu plus de temps aux entreprises pour pouvoir s'équiper et donc pouvoir réceptionner et produire des factures électroniques. Donc non, ce n'est pas un document PDF ou une image envoyée par mail. C'est vraiment un document structuré, vraiment sous forme structurée, qui doit passer par une plateforme qui va authentifier l'origine de l'émetteur et qui va pouvoir certifier donc l'intégralité du contenu pour la personne qui va recevoir donc, cette facturation électronique. Donc sur le site de l'administration fiscale, vous allez retrouver en fait les plateformes qui sont aujourd'hui agréées pour pouvoir faire circuler donc ces facturations électroniques. Et oui, ces facturations électroniques seront à mettre en œuvre pour toutes les entreprises, même les micros, à compter du 1er septembre 2027. Tout le monde est concerné par cette facturation électronique aujourd'hui. Donc voilà, regardez déjà dès en amont. Nous avons un webinaire qui traitera de ce sujet, enfin, qui traitera en fait de la facturation dans sa globalité, mais voilà, avec plus de précision donc, sur le procédé de la facturation électronique qui devrait arriver cette année et de mémoire, il est prévu à peu près pour le mois d'avril. Voilà, donc ça c'est vraiment sur la facturation électronique. On a une autre question concernant qui a obtenu pas mal de votes sur le bouclier tarifaire. Donc, est-on éligible au bouclier tarifaire si on travaille de chez soi? Donc, si vous travaillez de chez vous, en fait, vous avez un contrat avec un fournisseur d'énergie domestique, donc pour les particuliers. Donc, il faut savoir que vous êtes déjà soumis à ce bouclier tarifaire puisque les particuliers bénéficient d'une protection en fait de la hausse du prix de l'énergie quand on est sous des contrats dits domestiques. Donc forcément, vous bénéficiez automatiquement du bouclier tarifaire de chez vous. Les mentions obligatoires seront à rajouter à partir du 1er septembre. Donc, je reviens sur la facturation électronique, pardon. Donc les mentions obligatoires qui seront à rajouter sur les factures dès le 1er septembre. Donc, elles concernent en fait surtout votre client, puisque vous allez devoir rajouter le numéro sirène de votre client, bien évidemment, si c'est un professionnel, parce que si c'est un particulier, vous n'aurez pas de numéro sirène à rajouter. L'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse de facturation, et surtout le type d'opération concernée, donc livraison de biens, prestation de services ou activité mixte. Toutes ces mentions obligatoires, vous les retrouvez sur notre document dédié à la facturation électronique sur le site bpifrance-création.fr. Je reprends une autre question donc, qui concernait les seuils de franchise en base de TVA. Alors, je réexplique très rapidement le fonctionnement de la franchise en base de TVA. Donc, en fonction de votre activité, donc que vous soyez une activité de nature commerciale ou une activité de prestation de service, vous pouvez être exonéré d'application de la TVA lorsque vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc ce seuil à l'heure actuelle, il est de 91 900 € pour les activités commerciales et fournitures de logement et il est de 36 800 € pour les prestations de services. Vous restez dans ce seuil de franchise en base de TVA tant que vous ne dépassez pas 2 années de suite le seuil de 91 900 € ou de 36 800 € et que vous restez dans la fourchette, donc ce qui veut dire sans dépasser, pour les activités commerciales 101 000 € et pour les activités de prestation de services 39 100 €.
D'accord? Donc, je répète, je donne un exemple concret. Je suis une activité commerciale. Je réalise un chiffre d'affaires 2 années de suite de 93 000 euros. L'année suivante, je serai obligée de facturer de la TVA. Pourquoi je parle de seuil majoré? Parce qu'à partir du moment où j'ai dépassé les 101 000 euros, je suis obligée d'appliquer de la TVA sur mes factures dès le premier jour du mois de dépassement. D'accord? Donc, c'est ces seuils-là qui, à partir du 1er janvier 2025, font l'objet d'une harmonisation avec les directives communautaires et donc ils sont revus à la baisse pour les activités commerciales et à la hausse pour les prestations de services. Les seuils correspondent à un chiffre d'affaires avant abattement pour la franchise en base de TVA. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des éclaircissements sur cette petite mesure. Ensuite, alors les plateformes de facturation électronique, alors je crois que normalement elles sont gratuites, mais il faudrait les revérifier. Mais de mémoire, normalement c'est bon, je mets des pincettes parce que je ne suis pas certaine. Vous avez également des questions concernant les meublés classés et les meublés de tourisme classés et les meublés de tourisme non classés. Alors, non classé ne veut pas dire monument historique. Classé veut dire que vous avez fait une démarche pour obtenir un classement auprès d'un organisme qui est là pour évaluer votre logement et qui, finalement, comme les hôtels, va vous attribuer des étoiles. Et donc, vous allez pouvoir obtenir 1 à 5 étoiles pour pouvoir être considéré comme un meublé de tourisme classé. Donc, c'est à vous, en fait, de faire cette démarche auprès d'un organisme évaluateur qui va évaluer votre logement et le classer. Et à partir de ce moment-là, vous rentrerez dans ce qu'on appelle des meublés de tourisme classés, et donc là, avec des seuils beaucoup plus importants pour pouvoir rester au régime micro. Et si vous ne faites pas cette démarche-là, dans ce cas-là, vous serez donc dans les meublés de tourisme non classés, donc les meublés de tourisme classiques qui sont touchés par la réforme aujourd'hui et dont le chiffre d'affaires est donc rabaissé à 15 000, enfin le seuil de chiffre d'affaires est rabaissé à 15 000 euros pour pouvoir rester en micro-entreprise. Marine, est-ce que tu as identifié des questions auxquelles tu souhaiterais prendre la parole? Tu as coupé ton micro, Marine. Merci, pardon. Ça devait être compliqué de répondre aux questions. Alors, j'ai identifié, pardon, je reviens aux mesures sociales. J'ai identifié quelques questions concernant la prise en charge des transports. La prise en charge des transports. Alors, on peut remonter sur l'année, en fait. Elle s'étale sur l'année. Et elle ne concerne pas les locations privées de vélos ou de trottinettes. Et quoi d'autre? J'ai eu une question, j'y ai répondu globalement, mais le pass, quand je mentionnais le pass, le montant du pass qui ouvrait droit à une exonération de cotisation sociale, je mentionnais le pass mensuel, voilà, et non le pass annuel, voilà. Globalement, je vous propose de faire un article à propos de la prise en charge des frais liés à l'abonnement à des transports publics, notamment. Enfin, en tout cas, les différents dispositifs, parce qu'ils ont donné lieu à beaucoup de questionnements, en fait. Il y a eu des dispositifs abrogés et autres. Donc, j'ai essayé de simplifier au mieux, mais voilà. Enfin, n'hésitez pas, sur le site, vous aurez un article encore plus détaillé. Voilà. C'est tout pour moi, à mon sens. Ok. Désolée, a priori, le son de mon micro est pas très bon. À côté de ça, j'ai un peu des problèmes de connexion.
Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il a beaucoup neigé. Alors, il y a une question sur l'ACRE. Alors, l'ACRE ne fait pas l'objet de mesures spécifiques aujourd'hui sur la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. L'ACRE continue de fonctionner comme il fonctionne à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on est sur une exonération partielle de charges sociales la première année. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas de réforme sur l'ACRE. Sur les nouvelles zones, à partir du moment où ça rentre en vigueur, à partir du 1er juillet 2024, je pense que l'arrêté sera concomitante et que donc les nouvelles zones seront connues à compter de cette même date. Faut savoir que ça remplace donc des dispositifs qui sont déjà existants, donc notamment le ZFR et le Zorkumir. Donc on a une forte probabilité que ce soit les mêmes zones en fait qui soient concernées par cette nouvelle zone. Mais bien évidemment, il faut attendre que tout ça soit arrêté. Les associations sont-elles concernées également par l'obligation de facturation électronique? Alors, à partir du moment où vous envoyez une facture à une entreprise commerciale, si vous facturez une entreprise commerciale par exemple, vous serez quand même en fait dans l'obligation d'être dans elle est dans l'obligation de devoir recevoir une facturation électronique. Donc, vous serez obligé de lui envoyer sous format électronique également. Voilà. Pour les jeunes entreprises innovantes et leur déclinaison, c'est le 1er janvier 2024, effectivement. Alors, il manque effectivement les décrets d'application, mais sur la suppression, en tout cas, de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, c'est inscrit dans la loi pour une suppression dès le 1er janvier, du moins pour les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2024. J'avais vu une autre question. Je ne la retrouve plus. En tout cas, toutes les entreprises sont concernées, enfin toutes les sociétés sont concernées par peu importe la forme juridique de votre structure, sont concernées par le statut de jeune entreprise innovante. À partir du moment où vous remplissez les critères de qualification pour retenir ce statut, voilà, toutes les formes de sociétés commerciales sont concernées par ce dispositif. J'ai pas retenu, j'avais une question. Ah oui, le montant de la hausse alors c'est pas le montant de la hausse de la CFE, hein, ça je vous rappelle que le montant de la hausse de la CFE est décidé par les communes. Le taux est décidé par les communes. Donc là, c'est vraiment indépendant. C'est pas la loi de finances qui va déterminer ce taux. C'est le taux de la taxe additionnelle à la CFE pour frais de CCI qui augmente. Donc là, il passe de 0,89 à 1,12%. Et donc, encore une fois, vous êtes concerné par cette hausse si vous payez de la CFE, donc si vous êtes, peu importe quelle entreprise, et que vous réalisez en règle générale plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes concerné par cette CFE et que vous relevez de la Chambre de commerce et de l'industrie. Eh bien, je crois qu'on a tenu les délais, Marine, sur oui, je viens de finir de répondre. Je viens de répondre à certaines questions, et notamment les dispositifs lorsqu'ils peuvent être cumulés concernant les frais de transport. Voilà. Super. En tout cas, voilà, encore une fois, ce support de présentation, vous le retrouverez sur le site bpifrance-création.fr dès demain, ainsi que le replay de ce webinaire. Vous retrouverez également sur le site en téléchargement la synthèse
de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale courant janvier. Donc ça arrive. Et on vous donne bien évidemment rendez-vous au prochain webinaire. Et en attendant, on vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit et merci encore pour votre fidélité à nos webinaires. Merci à tous.